Bon, du coup, bonjour à tous. Donc, on est le mercredi 7 juillet. Bienvenue à tous à ce rendez-vous virtuel du télétravail 2.0 organisé par Télétravail Québec. Alors, moi, je m'appelle Louis Hénen, je suis responsable communication et marketing chez Coworking Rive Sud et Continuums. Et je suis très heureux de vous accueillir donc ce midi. Donc, depuis que le Québec a quitté la zone rouge, donc synonyme de ralentissement de cette épidémie, la question de la réintégration des bureaux et de l'organisation du travail est au cœur des préoccupations, que ce soit pour les gestionnaires ou les employés. Ce midi, nous avons la chance d'accueillir deux experts, Yann-Patrick Thibault, qui est directeur général de Continuums, président de Coworking Québec et vice-président de Télétravail Québec. Il est l'un des pionniers du coworking au Québec depuis maintenant la création de son premier espace en 2014, et au travers de ses différentes expériences managériales et commerciales, il a beaucoup été exposé aux problématiques de développement du capital humain et il s'est intéressé très tôt à la place de l'humain dans les organisations en tant que ressource de l'entreprise et aux différents vraiment leviers pour optimiser cet actif. Ensuite, nous accueillons José Lemay-Leclerc, président de Télétravail Québec. Lui, il a été président fondateur de Tout en Nuage jusqu'à sa fermeture de 2013 à 2016. Et avec plus de 15 ans d'expérience en informatique, jumelé à une formation en lobbying, il est passionné et expert du télétravail. D'ailleurs, dernièrement, il a décidé de se présenter comme candidat aux élections municipales de Longueuil 2021 dans le district de La Flèche pour Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. Donc, durant cette première partie de conférence, Yann-Patrick va vous fournir des pistes de solutions déjà implantées pour vous inspirer, employeurs et employés. Il fera un survol des nombreuses possibilités pour créer des ponts entre les adeptes du travail en présentiel et ceux à distance. Et il montrera également comment faire évoluer le concept de bureau de travail vers celui d'espace de travail. N'oubliez pas que tout au long de cette conférence, vous avez la possibilité donc de commenter et de poser vos questions dans le chat. Et la deuxième partie de la conférence sera animée par José et Yann-Patrick qui prendront le temps de répondre à vos interrogations. Voilà, donc tout de suite, je laisse la parole à Yann-Patrick. Merci Louis pour cette super introduction. Ça fait le fun de se faire introduire comme ça, c'est vraiment agréable. Je me sens big. Donc, bonjour tout le monde. On va passer une petite heure ensemble ce midi. On va avoir du plaisir à essayer de discuter un peu de c'est quoi le futur du bureau. Dès maintenant, juste dire, si vous pensez que j'ai toutes les réponses, détrompez-vous. On n'a jamais vécu ce qu'on est en train de vivre. Je vous apprends rien. Mais il y a des choses qui se dessinent. Il y a des éléments qu'on voit de plus en plus, sur lesquels on peut commencer à baser un peu nos réflexions. Et c'est ça que je vais partager avec vous ce midi. Et je vous avertis tout de suite que des réponses à vos questions ou des modèles, il y en a autant qu'il y a de gens probablement dans la salle virtuelle avec nous ce midi. Il y a énormément de modèles qui sont en train d'émerger, donc ça va être très intéressant de faire un peu le survol de ça. Pardon. Donc, sans plus tarder, d'habitude, j'ai une introduction, je m'introduis, mais là, ça a déjà été fait. Donc, je vais passer rapidement sur cette section-là. Pendant qu'on se parle, Louis va lancer un petit sondage pour savoir un peu qui est avec nous ce midi. Donc, merci d'y répondre. Sans plus tarder, je vais cliquer sur la bonne fenêtre. Ça va aller mieux. Voilà. Donc, ce midi, on va aborder 3 enjeux. Les enjeux d'optimisation d'espace. En fait, il y a un paradoxe actuellement, c'est que les entreprises qui sont en train de ramener les gens au bureau lentement mais sûrement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'autant de bureaux, mais en même temps, ils ont besoin d'espacer plus les bureaux entre eux. Ce qui fait qu'il faut qu'ils gèrent à la fois une réduction d'espace, mais aussi une augmentation de distance. Fait que ça donne un drôle de paradoxe et ça leur demande d'être très, très créatifs. Je regarde dans le sondage vite là, qu'il y a beaucoup de télétravailleurs, moins d'employeurs. Donc, je vais orienter un peu plus ma discussion du côté télétravailleur, ce que ça implique pour vous dans le cadre de ma présentation. Et toutes vos questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le Q&A, puis le Q&R, puis ça va nous faire plaisir de répondre vers la fin de la conférence. Le deuxième enjeu que les entreprises ont beaucoup et qui se répercute bien sûr sur les employés, c'est la culture de l'entreprise. Avant, c'était clair que la culture se faisait dans les bureaux. C'était le vecteur d'échange culturel se faisait à travers les espaces physiques. Et là, on se retrouve dans une situation où tous les gens sont décentralisés, ne sont pas dans le même bureau physique. Comment pour un employeur, on essaie de propager une culture? Puis, comment, comme employé, on garde un lien fort avec nos collègues dans cette nouvelle réalité-là? Fait que, on va aborder ce deuxième enjeu-là. Et
on ne souhaite pas que ça se reproduise, mais c'est clair que les défis sanitaires existaient avant la pandémie, vont continuer à exister après avec une sensibilité accrue par rapport aux enjeux de rhume, grippe, gastro, toutes les petits tracas qu'on avait avant, aujourd'hui, ont pris une ampleur un peu plus grande. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, dans l'avenir, déjà intégrer tout ça dans le futur du bureau? Donc, on va aborder ces 3 enjeux-là. Donc, sans plus tarder, allons-y. OK. Bon, voilà. Donc, la première clé pour réaménager les espaces ou pour l'enjeu d'optimisation de l'espace, ça va être de zonifier l'espace. Et bon, je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Je l'ai probablement inventé ou si je ne l'ai pas inventé, je l'ai volé à quelqu'un sans m'en rendre compte. Mais zonifier un espace, ça veut dire que dans le fond, les gens sont habitués depuis 1 an et quelques maintenant d'être dans leur bulle à eux, chez eux. Et ils ne sont pas prêts à rejoindre des open space dans lesquels tout le monde va être collé sur tout le monde. C'est clair que ça, c'est pas à court terme, puis peut-être même pas à moyen terme, l'avenir du bureau. Donc, il faut commencer à penser à zonifier. Et là, l'enjeu qu'on a, c'est des usages différents, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont des besoins différents. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser tout ça? Donc, le premier exemple que j'ai pour vous, c'est les espaces garderies. Il y a eu quelques semaines au Québec, je suppose qu'on est majoritairement du Québec là, dans cette conférence-là ce midi. Donc, c'est un sujet qui a touché probablement plusieurs parents qui voulaient envoyer leurs enfants à leur garderie. Et il y a eu des garderies, ils ont manqué de personnel, ils ont de la difficulté à recruter actuellement. Ce qui fait que, à moins de 24 heures de préavis, ils ont appris qu'il fallait qu'ils soient chez eux, qu'ils gardent leurs enfants chez eux. Donc, ils ne pouvaient pas aller au bureau. De plus en plus, les espaces de travail, il va falloir que les entreprises commencent à réfléchir à OK, j'ai sur 50 employés, j'en ai 5 là, ce matin qui n'ont pas de garderie. Où est-ce que je les fais travailler? Comment je fais pour les accommoder pour qu'ils puissent quand même bénéficier de l'espace de travail, mais aussi d'avoir leur enfant avec eux? Donc, ça existait déjà des crèches ou des espaces de travail avec des garderies attenantes, mais ça, c'est une infrastructure qu'il faut mettre en place. Là, ce que je vous explique, c'est comment rapidement on est capable de sortir des jouets d'une boîte, rapidement sortir 2-3 tables pour les enfants, un petit coin dans un bureau, puis rapidement faire un setup pendant quelques semaines ou quelques mois pour un espace enfant et adulte, bien sûr. Vous comprendrez que si vous avez un travail pour vous concentrer, vous avez besoin de vous concentrer, ce n'est pas dans cette zone-là que vous allez aller travailler. Il y a d'autres zones. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de d'autres zones. Un des enjeux qu'on a vu beaucoup pendant la pandémie, c'est que les gens, se sont achetés beaucoup d'animaux, de chiens surtout, et de chats. Et avec le retour au travail, il y a beaucoup qui demandent, ouais, mais je fais quoi avec mon animal? Mon animal n'est pas habitué à rester tout seul. Est-ce que je peux l'amener au bureau? Tantôt, Louis l'a expliqué, je suis président de Coworking Québec. J'opère moi-même 2 espaces sur la rive sud de Montréal. Et nous, dès le début, c'était clair qu'on voulait permettre aux gens d'amener un chien dans nos bureaux. Vous comprendrez que ce n'est pas tous les employeurs qui sont ouverts à cette possibilité-là d'amener un animal de compagnie au bureau. Mais c'est clair qu'il va falloir y réfléchir comme employeur pour dire, ben OK, mais les gens, ils ne veulent pas se séparer de leur animal. Je veux qu'ils reviennent au bureau. Comment je fais pour accommoder tous ces gens-là? Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de permettre l'accès des chiens à tous les bureaux, à tous les espaces. Il y en a qui sont allergiques aux animaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accommoder les gens? Il y a des exemples comme Amazon qui a des parcs à chiens à même leur bureau à côté. Donc, tu peux amener ton chien au travail et dans des zones et tu peux le faire jouer à l'extérieur. Encore une fois, on s'entend, Amazon, c'est pas le petit employeur du coin, mais quand même, il y a une sensibilisation maintenant à zonifier les espaces. Ceux qui sont curieux de voir les solutions bizarres qui ont émergé pendant la pandémie, vous allez voir, taper Google Inflatable Wall, un mur gonflable Google. Et c'est un bidule qui, on ne le voit pas très bien, puis je ne voulais pas faire la vidéo pendant la présentation parce qu'il n'est pas rapide en plus, puis j'avais peur que ça fasse jamais la présentation. Mais en fait, c'est 2 sections. Et lentement, il y a un mur d'air qui se crée entre les deux avec une espèce de structure, une membrane plastifiée. Et ça prend 5 minutes à bâtir une espèce de structure qui va se gonfler et monter pour créer une zone. Je ne pense pas que c'est l'avenir de dire qu'on va avoir des trucs comme ça. Mais clairement, il y a tantôt on va en voir des exemples où il y a des partitions qu'on va être capable de mettre rapidement pour isoler des bureaux pour des besoins particuliers. Donc, sans aller jusqu'à cette solution-là qui doit coûter une fortune en passant, que je ne vous recommanderai pas, ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Par exemple,
Cette solution-là, qui est un fournisseur québécois. En fait, c'est pas un exemple d'un fournisseur québécois, mais il y a un fournisseur québécois qui offre ça. C'est des murs en vitre qu'on peut rapidement installer au plafond en dedans de quelques heures et créer des zones, des bureaux fermés, des salles, peu importe ce qu'on a besoin. Donc, vous avez besoin d'avoir un stock de vitres avec de la structure, un peu comme des Legos, si je peux m'exprimer ici. Et ça vous permet de rapidement de customiser votre espace, de zonifier l'espace. Donc, la majorité des gens sont télétravailleurs, donc je comprends que de votre côté, c'est pas vous qui êtes responsable de créer des zones, mais votre employeur va falloir à un moment donné qu'il trouve une façon de vous aider à travailler de la façon la plus efficace pour vous. Que ce soit de vous permettre d'avoir un endroit pour amener votre chien ou votre animal de compagnie, que ce soit un endroit pour amener votre enfant, que ce soit un endroit calme versus un endroit où il y a plus de va-et-vient, plus de collaboration, ben ça va faire partie de la nouvelle réalité, ça le fait déjà. Nous, chez Coworking, on a aussi, chez Coworking Rive-Sud, on a aussi déjà commencé à planter cette structure-là que vous voyez à l'écran. Ça fait déjà partie de nos nouveaux modèles d'aménagement pour nos bureaux. On est en train de les modifier, pas tous, mais une partie, justement pour être capable de rapidement dire, vous êtes 4, voici votre espace. À partir du mois prochain, vous êtes 8. On enlève des cloisons, on est capable rapidement de vous adapter dans des bureaux flexibles et adaptatifs. Donc zonifier, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi d'être capable de rapidement déplacer du matériel. Je sais que je n'ai pas rien inventé ici, mais d'avoir des bureaux sur roulette, des trucs qui se déplacent rapidement, pas qui se déplacent, mais qui se plient, qui se rangent rapidement, ça va faire partie aussi de la nouvelle réalité de plus en plus pour gagner en flexibilité puis en adaptabilité. Donc, ceci est un exemple que vous connaissez déjà probablement, que vous avez déjà vu dans votre entreprise, où vous avez une salle, puis dans le fond, rapidement, on met du mobilier. Ici, le mobilier qui est là ne se plie pas. Il va falloir l'entreposer quelque part. Ça peut être un enjeu pour du côté employeur, mais du côté employé, c'est le fun. Parce que si c'est jumelé à une politique de faites votre propre espace jusqu'à un certain point, vous êtes dans le département de... Je sais pas, vous avez un projet, vous avez réservé le bureau, la salle qu'on voit là, et rapidement, vous êtes capable de passer les tables, de vous aménager un espace pour collaborer pendant la journée, les 2 jours de la semaine, ou peu importe le temps que vous y serez. Donc, c'est important de permettre ça. On parle ici de salles multifonctionnelles. C'est ce qu'on connaissait avant la pandémie. Donc, on appelait ça des salles multi. Vous comprendrez que des fauteuils comme ça ne s'empile pas très bien pour ranger. Si on veut mettre des tables et commencer à travailler pendant 2 semaines sur un projet en particulier, on est 8, mettons, on veut utiliser l'espace pour faire autre chose. Donc, il y a des shifts là, qu'il faut qu'ils se fassent actuellement au niveau de l'aménagement. On a des aménagements plus organiques, comme ici, ce qu'on voit qui allie à la fois le côté organique et le côté biophilie, qui est d'utiliser les espaces verts. On ne le voit pas très bien sur le schéma. Mais dans ce cas-là, vous avez une certaine distanciation qui s'est installée entre les personnes. On voit là, les petits sièges là, le long des espèces de bureaux qui sont mis en quinconce, si on veut. Vous comprendrez que c'est une façon de faire du design aussi, puis d'avoir des beaux bureaux, des espaces cool dans lesquels on est capable de se positionner d'une façon intéressante, puis qui permet à la fois de collaborer, puis à la fois aussi d'avoir sa bulle, parce qu'il y a des espaces en bas à gauche et en bas à droite qui sont des espaces un peu plus fermés pour faire soit des petites rencontres ou faire des petits projets. Donc, c'est le genre de trucs que vous allez voir venir si ce n'est pas déjà le cas dans vos entreprises. La troisième clé au niveau de l'optimisation de l'espace, c'est que ça va prendre des structures software, des logiciels pour vous aider à gérer ça. Parce que à partir du moment où les entreprises veulent réduire le nombre d'espaces, le nombre de bureaux attitrés, ça veut dire qu'il faut réserver vos bureaux quand vous allez venir. On parle de flex office, puis on parle de hot desking, si je le dis en bon français. Mais ça veut dire que ça vous prend une interface, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, pour dire, moi, je vais au bureau mercredi, vendredi, je veux réserver tel bureau. À ce moment-là, il faut que les systèmes le permettent pour être capable d'accommoder les gens pour que ce soit simple et facile à réserver un bureau. Avant, vous aviez votre propre bureau, c'était facile, il n'y a personne qui l'utilisait. Le pire que vous aviez, c'est quelqu'un partait avec votre brocheuse sans vous le dire. Maintenant, il n'y a plus de brocheuse parce qu'il n'y a plus le bureau n'est plus là. De toute façon, vous avez un bureau que vous partagez. Et ça, c'est une énorme tendance qu'on voit, le fameux flex office, hot desking, c'est-à-dire des bureaux verts. Malheureusement, c'est pas super sexy auprès des employés. Les gens veulent leur petit coin. Ils veulent collaborer, mais quand ils veulent être tranquilles, ils veulent avoir la place pour être tranquilles. Fait que ça fait partie du espèce de
j'ai pas le mot en français, trade-off, de compromis qu'il faut que les gens, qu'il va falloir qu'ils se fassent là, dans les aménagements. Suite à ça aussi, l'autre truc aussi au niveau des logiciels qui va être pertinent que vous allez voir, celui-là, vous allez le voir parce que vous allez l'utiliser comme employé. Un que vous utiliserez probablement pas, mais que la compagnie va avoir besoin d'utiliser, c'est un espèce de logiciel pour la localisation des actifs, l'utilisation des actifs. Ce qu'on veut savoir, c'est quel bureau est utilisé et quand, pour dire, est-ce qu'il y a des sections qui sont sous-utilisées? Y a-t-il des bureaux, on en a-tu trop, on en manque-tu? Et ça, c'est au niveau de la gestion des bureaux. Ça a le vent dans les voiles. Déjà, ça faisait quelques années que ça prenait du galon, mais avec le retour au bureau puis la pandémie, ce qui s'est passé, clairement, vous allez en entendre, comment une fois, vous ne le verrez pas, mais vous allez avoir des sensors sur votre chaise sans même que vous le sachiez qui vont relayer le fait que vous êtes assis sur une chaise. Ils ne sauront pas c'est qui, c'est pas important. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un d'assis sur ces chaises-là ou pas dans une journée. Et d'être capable de dire, il y a la moitié de la place qui est sous-utilisée, on va faire autre chose. Il manque de place dans les salles, on a trop d'open space, réaffectons notre mobilier. Donc, ça, c'est quelque chose qui est qui est très tendance. Un autre truc que vous ne verrez peut-être pas, puis je ne suis pas sûr que ça va être super utilisé, mais c'est dans le fond des logiciels qui, ici on voit le logiciel qui s'appelle Rerun, dans le fond, qui permet de générer des layouts optimaux en fonction des distanciations sociales minimales. Fait que dans un cas à gauche, le scénario A, c'est s'il demande 6 pieds de distance entre les gens. Scénario B, c'est s'il demande 9 pieds, la santé publique demandait 9 pieds de distance. Et si c'était 12 pieds. Donc, comment on place les gens dans les bureaux? Rappelez-vous, si le stock est sur roulette, c'est facile rapidement de tasser des bureaux puis de mettre de la distance. Mais bon, là, on ne parle même pas d'écran, on parle juste d'écran de plexiglas, on parle vraiment juste de localisation physique. Mais bref, il y a plusieurs solutions pour les entreprises pour essayer justement d'optimiser leur espace. Donc, ça, c'est comment ça se trace, comment ça se dessine actuellement l'optimisation de l'espace du côté des entreprises. On s'entend que c'est leur responsabilité comme entreprise de réfléchir à ça. Si vous êtes chanceux, vous avez été consulté. Si vous n'êtes pas chanceux, vous allez le subir avec des gros guillemets, on va le mettre comme ça. Mais sachez que ce n'est pas facile. Je suis un peu des deux côtés de la barrière et les entreprises n'ont pas énormément de modèles pour savoir comment faire ça d'une façon smooth et simple. Ça ouvre beaucoup de portes. Je vous donne un exemple. Les premiers sondages qu'on a vu passer il y a plusieurs mois, c'était le retour au travail. OK, écoute, on va faire du physique et de la distance. On va faire le mode hybride qu'on appelle. Et ils ont dit aux gens, combien de pourcentage de votre temps vous voulez travailler de la maison, puis combien de pourcentage de votre temps vous voulez travailler au bureau. Et les gens, ils disent, ça serait cool que ce soit 50-50. C'était les réponses qui revenaient souvent. Et là, les gens se disaient, les entreprises se sont dit, parfait, 50-50, ça n'existe pas sur 5 journées de travail. Donc, on va mettre 3 jours au travail en présentiel, puis 2 jours à distance. Et là, il y a eu un tollé. Elle dit, non, on ne veut pas être 3 jours au bureau, le 2, c'est bien en masse. Donc, entre l'interprétation d'un sondage 50-50 qui faisait du sens, mais dans les faits, physiquement parlant, ça ne se gère pas de la même façon. Et là, on a bien beau dire que, OK, c'est 2 jours sur 5. Pour l'entreprise qui a diminué un peu son espace bureau, si tout le monde vient la même journée, j'ai besoin d'autant de bureaux que j'en avais besoin avant la pandémie. Si les gens viennent n'importe quand, puis c'est très réparti dans le temps, comprenez bien que 40% d'occupation, ça me demande peut-être 50% de mes bureaux de ce que j'avais avant en termes d'espace. C'est tous des trucs qu'il faut jongler et qui sont loin d'être évidents. Il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs. Donc, pour les entreprises qui sont à l'écoute, je dirais consulter, demander, discuter avec les gens qui vont utiliser l'espace, proposer et écouter. Pour les employés, je dirais soyez patients, soyez compréhensifs. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut mal faire dans ce cas-là. Je pense que tout le monde essaye de trouver une solution à comment revenir et que ça soit pertinent et intéressant pour tous. Je vous amène au deuxième enjeu. La collaboration en présentiel et en virtuel. Il y a une chose qui a été claire, c'est que travailler en distanciel, finalement, ça se faisait plutôt bien. On a vu l'explosion des plateformes, je ne vous apprends rien, que ce soit Teams, Zoom, Hangout, il y en a plusieurs. Et on a vu aussi des outils collaboratifs sortir, émerger. Je pense aux fameux boards Miro, qui sont des tableaux blancs dans lesquels on peut collaborer à plusieurs en même temps. Avant, on connaissait déjà les fameux les suites Google ou les suites Microsoft où on était capable d'écrire des documents en partenariat, c'est-à-dire tout le monde dans le même PowerPoint ou tout le monde dans le même fichier Word, puis on corrige en même temps. S'il y a de quoi qui a vraiment arrivé avec la pandémie, c'est
tout le monde, du jour au lendemain, il a fallu qu'ils apprennent à utiliser ces outils-là, qui étaient réservés, je le dirais, aux entreprises plus techno, aux Amazon et aux Google de ce monde et aux entreprises un peu plus en informatique. Donc, ça a été une énorme démocratisation des outils virtuels. Et ça, je pense que c'est un bien pour tout le monde. Je pense que tout le monde est en train de se familiariser si ce n'est pas déjà fait, mais c'est un grand pas en avant pour le télétravail. Là où c'est moins clair, c'est quand on revient au bureau, comment on fait pour les gens qui ne sont pas présents? Surtout si on est sur un shift où il y en a qui sont 2 jours semaine, 3 jours semaine au bureau et l'inverse à la maison ou dans un coworking, peu importe, dans un tiers-lieu. Ben, comment on fait pour collaborer à ce moment-là? Okay? Je suis juste assez vieux pour me rappeler des fameuses pieuvres au centre des salles de conférence à l'époque, quand on voulait faire un téléphone de conférence, puis il y a quelqu'un qui était sur la route ou quelqu'un qui était à la maison ou qui n'était pas physiquement avec nous. Et il y avait 6 personnes dans la salle, puis une en remote, une à distance. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la personne qui était à distance, là, elle écoutait des fois, peut-être même pas tout le temps. Puis elle n'était pas capable d'intervenir. Ça roulait trop vite dans la salle. Il fallait vraiment s'arrêter et dire OK, puis toi, Joseph, qu'est-ce que tu en penses? Et là, il donnait son avis s'il avait suivi puis s'il avait écouté, avec la qualité du son telle qu'on la connaissait. Bien, ça, c'est l'ancien temps. Et ça, là-dessus, je vous dirais que les salles, ce que vous voyez ici, c'est une salle traditionnelle avec de la vidéoconférence qui coûtait une fortune à l'époque. Sachez qu'aujourd'hui, pour 500 $, vous êtes capable d'avoir un système tout à fait respectable de vidéoconférence et qui peut ressembler à celui-ci. C'est ce qu'on a implanté chez nous. Et c'est très abordable et très fonctionnel, beaucoup plus qu'on serait porté de le penser. On est même allé plus loin. C'est pas chez nous, la photo qui est là, c'est une entreprise qui a implanté, mais là, vous avez plusieurs concepts que j'ai parlé depuis le début. Vous avez le board collaboratif où les gens ils sont chacun sur leur ordinateur, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et en temps réel, les gens bougent les post-it et sont capables de travailler ensemble. Vous avez à droite la madame qui est, on voit le grand écran qui est là, qui, elle, elle participe comme si elle était assise là. Ça veut dire que quand elle parle, on l'entend, elle écoute les gens qui parlent, il y a des micros. Et je vais revenir sur cet aspect-là dans quelques instants. Vous avez aussi le chien qui est en bas à gauche. Bref, et vous avez du mobilier qui est facilement déplaçable. Tout est sur roulette ou pas lourd. Donc, vous avez vraiment là ce qu'on peut appeler une salle digitale dans un espace très flexible. Donc, qui permet, il y a une zonification. Les paravents que vous voyez à gauche, en haut, à gauche, là, les espèces de petits murets, je soupçonne que c'est des choses qui s'accrochent rapidement, qui se déplacent rapidement pour créer des zones. C'est pas, probablement même pas vissé au plancher. C'est avec des charnières et c'est tout. Donc, je reviens sur la dame qui est à l'écran. Cette semaine, on a fait une vidéoconférence en équipe. On était 3 dans la salle et la 4e personne était à distance. Et au début, on l'avait mis en avant, un petit peu comme ce qu'on voit ici à l'écran. Et puis, ça faisait bizarre, sauf que notre écran, nous, il est un peu comme ici. Il est sur roulette. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retourné autour de la table, une table plus grande que ça, une table de conférence. On a approché l'écran et la personne, de la façon qu'elle était positionnée avec son zoom, elle avait le buste et la tête, un peu comme vous voyez à l'écran. Et en l'approchant de la table, c'était comme si elle était assise avec nous à table. Et ça a vraiment créé un effet. Elle était toute seule. Si j'avais eu 5 personnes en vidéoconférence, ça aurait peut-être été différent. Mais c'était vraiment différent. Et tout d'un coup, on se retrouvait autour de la table à discuter ensemble. Et ça paraissait presque pas que la personne n'était pas physiquement avec nous. Donc, il va se passer des drôles de trucs dans les prochains mois. Jusqu'à quel point on est capable de dire qu'on met un écran par personne. Un peu, je ne dirais pas d'aller jusqu'à ce qu'on voit à l'écran actuellement à droite, là, la dame qui est toute seule sur son écran, mais jusqu'à quel point on pourrait avoir des écrans de, je sais pas moi, 20 pouces, 18 pouces en mode vertical sur un petit trépied qu'on place à la salle de conférence et qui font comme si les gens étaient avec nous. Ça va être très, très intéressant de voir ce qui s'en vient dans les prochains mois. Et nous, on y a déjà goûté, puis honnêtement, ça nous fait triper. Donc, je continue. Donc, le mot-clé ici, c'est figital. Ce n'est pas un mot qui est nouveau. Il est nouveau peut-être dans votre entourage, parce qu'on en parle de plus en plus, mais dans les faits, figital, c'est la contraction du mot physique et digital. Donc, comment ensemble on rejoint 2 concepts qui sont, à prime abord, très différents. Et vous avez un bel exemple justement d'une salle figitale. C'est une adaptation du concept.
Bon, je ne suis pas sûr qu'on va aller jusque-là. Robots, qui était dans le fond la personne. Vous avez peut-être déjà vu avant la pandémie, dans certains événements, il était en démonstrateur, ces petits gadgets-là. Dans le fond, la personne, elle se promène comme si elle était physiquement sur place. Elle a une caméra, elle s'oriente comme si c'était un petit. Elle voit où est-ce qu'elle va, et nous, on la voit, elle, nous sourire. Et elle peut interagir avec nous en nous parlant parce qu'il y a un micro puis il y a un casque. On est proche de ce qu'on avait ici. Mais là, la personne se déplace elle-même. Bon, c'est un peu intense. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va se rendre jusque-là, mais ça vous donne une idée jusqu'où on peut aller pour créer du présentiel avec le digital. Je vais prendre quelques instants aussi pour vous parler dans la collaboration. Une des choses qui se remplace, on a réussi à collaborer ensemble à travers les derniers mois à distance, et ça se faisait relativement bien. Une des choses qu'on a perdues, par exemple, c'est la sérendipité. C'est une traduction littérale de serendipity, qui est les hasards heureux. C'est ce qui se passait au bar autour de la machine à café quand on parlait avec deux personnes, puis une troisième passait dans le corridor, puis dit ben oui, mais j'ai entendu parler de ça, puis à vous parler avec Marcel, lui, il connaît ça, il va vous donner un coup de main. On prenait notre café, on allait voir Marcel, il dit ah oui, je l'ai fait la semaine passée, ça, puis voici comment le faire, puis hey, on vient de résoudre un problème que ça faisait 3 semaines qu'on était bloqué. Donc, ces zones-là, j'ai appelé ça zone de relaxation, appelez-les comme vous voulez, les lounges, les endroits où on va être capable de se rencontrer, d'échanger, sans avoir un agenda surbooké, comme c'est le cas actuellement dans nos rencontres Zoom, où on n'a même pas 2 minutes pour aller à la salle de bain entre nos différents meetings. Ça, c'est pas soutenable à long terme, cette cadence de rencontre-là. Il va falloir être capable de trouver une façon de réduire les Zooms, les meetings Zoom, puis les meetings Teams et tout. Puis se donner un peu de temps pour échanger sur une base informelle et surtout imprévue. La collaboration demande pas qu'on soit ensemble tout le temps, mais si on veut innover, si on veut créer, si on veut... Là, tout ce côté-là, par exemple, en distanciel est beaucoup plus difficile et ça va nous prendre des zones pour favoriser ces choses-là. C'est pas de créer votre salon dans les entreprises. L'idée, c'est pas de remplacer votre salon en entreprise, mais c'est vous donner le confort et la flexibilité de dire je travaille de la table de la cuisine ce matin, dans 2 heures, j'ai un Zoom, je m'en vais dans une petite pièce chez moi pour m'isoler, puis cet après-midi, j'ai besoin de rencontrer du monde, je vais aller dans un café. Ben, vous avez tout ça en entreprise. Vous êtes capable d'alterner entre les différentes zones selon vos besoins dans la journée. Bon, et là, il y a une slide noire. Et c'est normal. Une des choses que c'était une présentation qui était faite plus du côté employeur, donc je m'en excuse, mais je vais juste, je ne sais pas, de voir le Q&A en même temps. OK, voir si ça bouge un peu. Bon, parfait. Les employés ont un énorme enjeu en passant ces temps-ci. Il y avait avant la pandémie la rareté de la main-d'œuvre. Vous êtes tous d'accord que trouver une job ces temps-ci, c'est pas trop difficile. Le taux de chômage était un bas historique. L'économie ne s'est pas crashée, en tout cas pour l'instant. Elle a très bien rebondi à la pandémie. Ça roule full pin. Et les employeurs ont de la difficulté à conserver leurs gens à bord. Et j'entends beaucoup de, s'ils veulent me garder, qu'ils me laissent chez moi. Je suis bien chez moi, travailler chez moi. Je n'ai pas envie de retourner au bureau. Et s'ils me forcent à venir 1 journée, 2 journées, peu importe la quantité de journées, je vais démissionner. Puis demain matin, je vais me trouver un autre emploi. Et ça fait partie de la réalité. Tant mieux pour vous, employés, tant mieux pour nous qui exerçons un emploi, ça nous donne plus de leverage pour négocier. Mais le fait est que bâtir des relations à distance, c'est pas top. Que ça soit vrai pour l'entreprise qui veut bâtir des relations entre ses employés et sa culture, ou entre employés, vous-même, établir votre réseau, c'est pas évident. Et la délocalisation de la marque, c'est un concept qui j'entends vraiment pas parler pour l'instant et que je pense qu'il devrait prendre plus de place. C'est-à-dire que si vous travaillez pour un employeur, vous devriez, peu importe où vous êtes, vivre l'expérience employeur. Donc, c'était facile avant dans le bureau parce que le mobilier, la déco vous rappelait votre entreprise. Dans les coworking, de plus en plus, on en voit beaucoup en France, un petit peu au Québec, ça commence, d'avoir des espaces dans des coworking où les entreprises ont gardé des bureaux flexibles. Donc, de dire, je ne sais pas, moi, nous, on est sur la Rive-Sud, nos clients gardent 5 bureaux pour les gens qui habitent pas loin du coworking. Comme ça, les gens qui ne veulent pas être chez eux, qui veulent voir du monde,
puis qui veulent les changer, ils ont une zone où ils peuvent travailler. Et dans cette zone-là, ce qu'on peut faire, c'est on met des posters de l'entreprise, on met du mobilier de l'entreprise à la limite. Il peut avoir des écrans avec le logo de l'entreprise. Peu importe le moyen, c'est de propager l'expérience, la culture de l'entreprise au sein d'un tiers-lieu. En passant, un tiers-lieu, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un café, un coworking, un lieu de travail partagé, un centre d'affaires, peu importe, un tiers-lieu qui n'est pas la maison et qui n'est pas le bureau de l'entreprise officielle. Mais je pense que ça va falloir qu'on aille aussi, qu'on se rende jusqu'à amener la marque chez les employés. C'est-à-dire, nous, on offre une tasse à café aux couleurs de la compagnie, un pad pour écrire les crayons de la compagnie. On a un kit. Quand les gens sont chez eux ou qu'ils soient au bureau, le kit les suit en théorie, c'est à eux. Donc, il va falloir que cette expérience-là de la culture se transige à travers différents médias maintenant et non plus seulement dans l'espace physique de l'entreprise. J'en parle pas plus parce que c'est très émergent, mais c'est des trucs que vous allez peut-être pouvoir comprendre quand votre employeur, tout d'un coup, va vous envoyer une boîte à la maison avec du café, avec des cadeaux, des goodies, et que il a besoin de garder le contact avec vous, il a besoin de vous garder à bord. Et c'est une des façons qu'il peut le faire actuellement, c'est de vous fournir une chaise ergonomique, c'est de vous fournir un espace de travail dans votre maison, un bureau ou des outils de travail, mais aussi peut-être des petits cadeaux, des perks qu'on appelle des petits des cadeaux. Donc, je passe vite sur ça, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais finir avec ma troisième partie, c'est les futurs enjeux sanitaires. Il n'y aura peut-être plus de pandémie à court terme. À l'automne, peut-être encore un peu, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, on peut espérer qu'on va passer à travers. Et il va rester quand même la gastro, il va rester les grippes, les rhumes. Et c'est pas vrai que tout le monde va rester chez eux quand ils ont un rhume. Il y a des gens qui vont encore aller travailler parce qu'ils veulent être au bureau, croyez-moi ou pas. Il y a 20 à 25 des gens veulent vraiment revenir au bureau à temps plein. Ils ne sont pas bien chez eux, ils s'ennuient, ils trouvent ça difficile, ils n'ont pas la place pour travailler chez eux, peu importe la raison. Donc, on va encore avoir des enjeux de virus et de trucs comme ça. Donc, la signalisation est là pour rester, de dire cet espace n'est pas utilisable ou est utilisable ou garder votre distance. On va en voir encore, ça, c'est des trucs assez simples. Je passe vite là-dessus. Vous allez aussi voir des trucs, des écrans des écrans d'isolement. Celui-là, il est design, il est beau. Où est-ce que les gens vont pouvoir les ranger, mais s'ils en ont besoin, rapidement en prendre un puis l'installer devant leur poste de travail en disant, c'est quoi, ça, c'est ma petite bulle. Je me fais une bulle. Et les entreprises, il va falloir qu'ils permettent aux employés d'utiliser ce matériel-là de façon simple et efficace pour que ça soit pas il ne faut pas faire un appel à la maintenance pour dire, écoute, je vais être là mercredi, j'ai besoin que vous m'installiez un écran. Puis là, il y a une équipe de maintenance qui va venir chercher le truc, qui va le déballer, qui va l'installer. Quand vous partez, qu'il le prend, qu'il le range, on n'ira pas là, c'est clair. Donc, ça, c'est une solution élégante et intéressante qui pourrait peut-être continuer, perdurer après la pandémie. On a parlé de réserve de masques, réserve de purelles et tout, mais ça, je passe rapidement. C'est un acquis maintenant que les entreprises soient équipées pour rapidement, s'il y a des éclosions de rhume ou de grippe ou n'importe quoi, qu'ils soient capables de revenir de garder leurs opérations avec un minimum de dérangement. Des espaces sans contact aussi, c'est une tendance lourde qu'on voit, c'est-à-dire, ça c'est un chargeur de téléphone sans contact, mais on peut aller beaucoup plus loin. Des applications pour la lumière, la luminosité, fermer les stores, améliorer la chaleur, le froid, des trucs comme ça. Donc, on n'a plus de thermostat sur les murs qu'on peut ajuster. Ça s'ajuste avec une application. Ça fait moins de zones de contact. Ça fait moins de zones où on peut répandre des virus. Des accès pas avec des PIN codes, mais avec des téléphones cellulaires Bluetooth, avec les badges. C'est assez fréquent. On est habitué des puces et des badges. Mais il y a des solutions Bluetooth avec les téléphones de plus en plus. Donc, c'est toutes des façons de. Les fameuses poignées de porte en cuivre, qui est un bactéricide connu, ça a le vent dans les voiles, ces systèmes-là, qui font que, dans le fond, on n'est pas obligé de désinfecter à tout bout de champ. Les systèmes, que ce soit à travers des revêtements microbanes ou que ce soit à travers des poignées en cuivre, qui sont des bactéricides naturels, c'est des petites choses, des petits changements que vous allez voir probablement dans les prochains mois, si ce n'est pas déjà en train d'être implanté dans votre entreprise, pour sécuriser un peu les employés au retour au travail, mais aussi pour réduire la propagation, parce que rappelez-vous bien que la pandémie, c'est une chose, mais l'absentéisme pour cause de rhume ou de grippe ou de maladies infectieuses, de maladies pas infectieuses, mais contagieuses, ça reste important pour les employeurs. C'est un gros centre de coût, là, les gens qui sont malades. Puis plus qu'on peut les prévenir, mieux c'est pour tout le monde, incluant nous, les employés, mais aussi les gens qui opèrent les entreprises.
Je ne suis pas sûr que le truc de porte en bas qu'on voit pour ouvrir la porte sans les mains va rester, ou le petit Yannock là, qui est le crochet qui était pour appuyer sur les boutons d'ascenseur ou pour tirer les poignées de porte et tout. Je ne sais pas si ça va rester à long terme. Les boutons d'ascenseur aussi, ils sont en train de les faire avec du microband, justement pour qu'ils soient plus vecteurs de transmission. Mais bon, ça faisait partie des gadgets qu'on a vu passer et puis je ne sais pas ce qui en restera après. Donc, troisième enjeu, les futures crises sanitaires, ça va clairement rester. Il va y avoir des restants de la COVID qui vont rester après la pandémie sous une forme peut-être plus légère, mais vous allez encore en entendre parler. Alors, on me demande des fois, Yann Patrick, toi, tu es dans le domaine du coworking, tu travailles avec des entreprises, tu as des entreprises à aménager leurs bureaux, tu collabores avec plein de gens qui sont dans ce domaine-là. Où est-ce qu'on s'en va? Je l'ai dit dès le début, je ne vous dirai pas que j'en ai aucune idée, mais je ne vais pas vous dire c'est quoi qui va arriver, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas une chose qui va arriver, il y en a plein. Je suis convaincu qu'il y a encore des entreprises qui vont rester avec ce modèle-là. Pas tout de suite, pas demain matin, mais à moyen terme, pour toutes sortes de raisons, soit ils sont très traditionnalistes, soit peu importe. Malheureusement, je ne pense pas que c'est une voie d'avenir et ces entreprises-là, il va falloir qu'ils lentement mais sûrement évoluent vers un modèle différent. Mais vous allez encore en trouver, c'est certain. J'ai des discussions avec des gens actuellement qui sont, je veux dire, très traditionnalistes dans leur approche du travail. En tout cas, peut-être qu'ils ont de la difficulté à recruter. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'à un moment donné, il va falloir que les politiques évoluent pour les aider justement à gérer leurs enjeux de rareté de la main-d'œuvre, etc. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr non plus que c'est ça, que c'est cette vision-là qui est la bonne. On l'a tous fait un peu dans notre cour arrière pendant la pandémie. On travaillait, puis il y avait des petits oiseaux qui chantaient derrière, le vent qui se jetait dans le micro, le camion qui passait dans la rue, et qui là, tout le monde pendant le Zoom ou l'appel conférence entendait le gros bruit en arrière. On se mettait sur mute pendant quelques secondes, là, puis on revenait. Puis, c'est cool, mais c'est pas fonctionnel assez pour dire que ça peut être un mode de vie. Je pense pas que ça s'en va là non plus. Ceci étant dit, il y a peut-être des entreprises qui vont l'implanter puis arriver avec un certain succès à le faire. Tant mieux pour eux autres. Je pense que le bureau du futur va un peu plus ressembler à ça. Un endroit cool, un endroit où il y a des zones différentes. Excusez pour, c'est en anglais puis je ne l'ai pas fait traduire, mais où vous êtes capable rapidement de réaménager l'espace. Là, vous êtes rapidement capable de dire, ce matin, je travaille dans la place où, par exemple, en bas à gauche, la petite madame qui est toute seule avec sa table parce qu'elle a besoin de tranquillité, elle s'est comme isolée un peu. Dans l'après-midi, elle va aller dans la zone 11 où elle va aller collaborer avec 2-3 collègues, ils se sont donné rendez-vous, puis ils ont un projet commun sur lequel ils collaborent. Après ça, je sais pas, moi, sur l'heure du midi, elle a un appel, elle va aller dans la zone 9 en haut à droite, là où vraiment elle peut faire des téléphones, puis qu'elle peut être isolée. Elle a un rapport à produire en fin de journée vers 3 heures, de 3 à 4h30 ou à 5 heures, peu importe. Elle va aller dans la zone 6 en bas à droite, qui est un peu plus comme une bibliothèque. C'est très tranquille, c'est fait pour ça. Elle n'est pas obligée de se mettre un casque sur les oreilles pour s'isoler. Elle peut juste prendre un environnement qui est calme. Je pense que c'est ça le bureau du futur. C'est un bureau qui va intégrer toutes les bonnes pratiques, dont certaines que je vous ai présentées tantôt, et qui va nous permettre d'être heureux au travail, d'être efficace au travail, qui va aussi nous permettre d'évoluer avec le travail, autant pour les entreprises d'évoluer avec leurs employés que les employés d'évoluer avec leur entreprise réciproquement. Et je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais ce que je crois ce qui se dessine, en tout cas, étant impliqué au sein des coworking au Québec, on le voit de plus en plus, c'est de dire, écoutez, on veut que vous trouviez l'espace optimal pour vous. Si c'est 5 jours à la maison, ça sera 5 jours à la maison. Si c'est 5 jours au bureau à Montréal, ça sera 5 jours au bureau à Montréal. Et si c'est un entre-deux, et je pense que c'est là que ça s'en va, il y a 2 entre-deux possibles. Celui de dire, tu fais quelques journées au bureau à Montréal ou au bureau à Québec, au bureau chef, et tu fais 2-3 jours à la maison. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans le travail hybride. Et moi, je l'amène le concept de travail tribride, qui va être une journée par semaine ou 2 semaines au bureau chef pour des rencontres officielles, 1 ou 2 journées par semaine à la maison,
et 2 à 3 journées par semaine dans un coworking près de chez vous, où vous allez être capable de retrouver la convivialité d'une équipe de travail, que ce soit vos collègues ou des collègues de d'autres entreprises, c'est pas important. Il y a moyen d'avoir les deux, là, c'est tout à fait possible. Mais où est-ce que vous êtes à 2 minutes de la maison? Des coworking au Québec, il y en a plus de 70 actuellement. Puis j'ai perdu le compte, il y en a peut-être même quelques nouveaux qui vont sortir dans les prochaines semaines. Là. Mais il n'y a aucune raison que vous soyez seul chez vous ou que vous vous tapiez 1 heure de route pour aller au bureau. C'est plus les 2 seules options qu'il y a. Fait que maintenant, vous avez plein de choix. Il faut juste que les employeurs embarquent là-dedans pour dire, ben écoute, nous, on réserve 3 ou 4 bureaux dans un coworking près de chez vous et voici les codes pour y aller. Vous y allez quand vous voulez, vous réservez avec le système de réservation local du coworking et puis vous arrivez, vous avez accès à l'infrastructure, à un Internet de haute qualité, vous avez le café qui est inclus, vous avez tout ce que vous avez besoin pour être efficace et en plus, ben, vous n'êtes pas pris chez vous sur votre table de cuisine ou à 2 dans le petit bureau à partager avec votre conjoint qui lui aussi est en télétravail. Bref, il y a des solutions qui existent. Donc, sans plus tarder, Louis, je te repasse la main pour les questions-réponses. Je sais que j'ai accès ici. Yes. Oui. Yann Patrick, merci pour ton intervention. Il me semblait qu'il y avait déjà une question de Carole Hawker. Aurons-nous l'enregistrement de cette présentation? Déjà, est-ce qu'il sera diffusé? Je pense que la vidéo intégrale sera diffusée peut-être sur le Facebook. Je vais laisser José répondre. Oui, ça sera peut-être mieux. Moi, j'ai pas de problème. Elle va pouvoir être disponible sur le Facebook et sur notre site web. Une fois le petit montage fait. Ouais, on va enlever les trous. Mais oui, super. OK. Sinon, quelle autre question on aurait, Louis? C'est vrai qu'on avait déjà reçu des questions en amont par courriel de cette conférence, donc je vais te les poser. En attendant, donc combien ça va prendre de temps le retour au bureau et aussi par rapport à cette 4e vague, enfin au niveau de la timeline, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Là, on va se le dire, il n'y a personne qui est Nostradamus ici. Ce qui se dessine, c'est clairement une 4e vague à l'automne. Il y a des pays qui sont déjà dedans, donc je pense qu'on n'est pas plus intelligent ou plus fou que les autres. On va les traverser. Ce qu'on entend aussi de la santé publique, c'est qu'ils ne refermeront pas l'économie comme ils ont déjà fait. Il n'y aura pas de confinement. Donc, on va prendre le hit en disant, on revient au bureau. En fait, pas juste au bureau, mais on revient à des activités normales pendant l'été et à l'automne aussi. Mais les gens vont être très sensibles à tout ce qui est les questions de sanitaire. Puis ils ne seront pas obligés de rester chez eux, mais ils vont peut-être avoir envie de rester chez eux. Peut-être. Ceci étant dit, tout le monde devrait être vacciné. À peu près. Donc, j'anticipe ça très, très sereinement. Ce qu'on entend aussi de la part des entreprises, c'est qu'il n'y a pas de stress actuellement à ramener tout le monde au bureau dès demain. Il y en a quelques-unes qui sont plus pressées que d'autres, mais je vous dirais que la grande majorité, c'est de dire, écoute, commencez lentement à revenir au bureau. On va trouver des solutions en cours de route pour accommoder tout le monde, pour que tout le monde soit bien là-dedans. C'est le mot d'ordre qu'on entend là, à peu près partout actuellement. Dans plusieurs cas, c'est septembre le retour. Dans d'autres cas, ça a été jusqu'en janvier. La fonction publique a déjà annoncé qu'il revenait en présentiel 2-3 jours semaine à partir dans les prochaines semaines. C'est déjà commencé. Puis d'habitude, il dicte un peu le tempo là, par rapport aux autres entreprises. Ça va se faire en étapes. Puis je ne pense pas que ça va revenir exactement comme c'était avant. Il va y avoir beaucoup plus de latitude que ce que c'était avant, mais ne négligeons pas la résilience des entreprises qui ont tendance à ramener dans les modèles qu'ils connaissent. Il y en a quelques-unes qui ont fait du chemin, mais ce n'est pas tout le monde qui va garder les acquis là, tels que c'est. Ça ne va pas dire que ça va rester comme c'est aujourd'hui. Le futur, je veux dire. Ok, merci. On avait une autre question de Sophie qui disait « Il me semble que dans un contexte hybride, la présence va servir surtout aux rencontres de team building et brainstorming. Quel est l'impact de ça sur la configuration espace personnel versus salle de réunion multifonctionnelle ?» C'est une excellente question. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur la présentation sur la zonification puis la flexibilité des espaces. C'est certain qu'en revenant, si vous retournez au bureau pour vous isoler toute la journée, pour faire des zooms à longueur de journée, ça ne fait aucun sens d'aller au bureau, rester chez vous, à moins que votre connexion Internet ne soit pas bonne. Donc c'est certain que les entreprises, il faut qu'ils soient très flexibles et adaptatives aux besoins des gens. Ceci étant dit, on l'a expérimenté nous-mêmes, le retour au travail. On est une équipe de 11 et puis on est revenu au bureau en début de semaine, depuis 2 semaines, les lundis. Nous, c'est les lundis pour l'instant.
il y a comme une espèce d'hybride qui se passe actuellement où que des fois, on est tous ensemble, puis des fois, on s'isole pour faire des téléphones. Puis, fait que, je ne suis pas sûr que les entreprises vont vouloir restreindre tant que ça leur pied carré. Je pense qu'ils vont éliminer quelques bureaux puis créer des zones supplémentaires pour que les gens puissent se déplacer rapidement entre différentes zones, c'est-à-dire un peu comme mon dessin qui est à l'écran. Je pense qu'il est encore partagé, mon truc. C'est de montrer vraiment des zones, de dire, comme entreprise, je vais ouvrir des nouvelles zones auxquelles les gens vont être capables rapidement de se déplacer d'une place à l'autre. Donc, j'ai oublié le nom de la personne qui... Sophie. Les horaires de travail vont varier aussi. De plus en plus, les gens vont dire, venez à l'heure que vous voulez au bureau, on ne vous demande pas d'être présent à des heures fixes. L'important, c'est que vous soyez disponible, que ce soit chez vous ou ailleurs. Donc, on va sauver au moins le trafic, on va venir avant le trafic ou après le trafic. Il y a des gens qui vont couper leur journée en deux, qui vont faire leur meeting chez eux, parce que c'est tranquille chez eux, et qui vont aller faire les rencontres en présentiel parce que là, ils veulent voir du monde. Il y a des gens qui vont aller au bureau toute la journée avant le trafic, puis ils vont partir avant le trafic du soir. Et pendant qu'ils sont là, ils vont avoir des Zooms tout seuls dans leur coin, dans les petites cabines un peu plus tranquilles, et ils vont collaborer à d'autres heures de la journée. Il y a même des applications maintenant qui sont sorties, j'en ai pas parlé, mais qui dit who's who, who's where, c'est qui est où, qui est à quel endroit, c'est-à-dire vos collègues sont où dans la journée. Donc, quand ils font leur planning de la semaine, où est-ce qu'ils prévoient être pour que vous soyez capable de vous arrimer à leur meeting à eux ou dire, OK, Joseph, puis Isabelle, puis Carole, ils sont au bureau lundi, ça me tente de les voir, je vais aller moi aussi lundi. Je vais faire mon horaire en fonction de ça. Fait que c'est tous des trucs là, qu'on peut voir qui vont se placer. Je souhaite que les entreprises soient à l'écoute de leurs employés puis qu'ils soient capables de s'adapter rapidement. Et nous, on les aide à faire ça, de devenir le plus adaptatif possible. Ouais, et on avait Sophie qui a rebondi sur ce que tu viens de dire et qui en parlait aussi des espaces de coworking et qui disait que ça lui semble que la demande et l'offre vont nécessairement augmenter pour les salles de rencontre. Alors, on a vu les deux. En fait, l'enjeu qu'on a, c'est que là, pour l'instant, la demande pour les bureaux revient. Les entrepreneurs ont recommencé, les petites entreprises ont recommencé à prendre des bureaux. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est les gros joueurs qui étaient là avant la pandémie, qui voulaient avoir des bureaux de satellite. Ça, pour l'instant, ils se sont recentralisés là, dans leur bureau chef, mais ça va revenir, je crois. On a de la demande pour des bureaux fermés. C'est l'open space qui est mort. Je vous dirais actuellement, là, si vous cherchez de l'open space, il n'y a pas personne qui veut de l'open space actuellement. Donc, nous, effectivement, comme coworking, et c'est ce que j'entends aussi de la part de nos membres, de certains de nos membres, c'est de dire on va convertir nos espaces de open space en salle de rencontre ou en bureau fermé, faire un hybride de tout ça. Nous, c'est clair que les nouvelles partitions qu'on place, nos nouveaux murs qu'on place actuellement sont déplaçables en temps de quelques heures. En temps d'une heure, on peut refaire une configuration sur une salle de 1000 pieds carrés, de faire 8 bureaux fermés à travers ça en dedans de, mettons, 2-3 heures, là, parce que les besoins changent. Les coworking, de plus en plus, ça va être des précurseurs de l'adaptabilité. On veut être un modèle, mais on n'a pas le choix. Notre survie se joue là-dessus. Si les gens ne viennent pas, on n'est pas une entreprise. Nous, nos revenus viennent de la location, contrairement aux entreprises qui ont des revenus en vente de produits et de services et que les bureaux sont un coût. Nous, c'est un peu différent. Et alors, on avait aussi reçu une autre question en amont qui sera peut-être plus pour José. Est-ce que tu penses que par rapport au droit du travail, à la législation, le télétravail va faire évoluer les choses? Ah, ben oui, c'est certain. C'est actuellement justement en révision avec le projet de loi 59. Mais oui, ça va changer même peut-être des lois au niveau municipal, des lois aussi au niveau fédéral qui sont en négociation avec la ministre du Travail. Donc, ça fait changer beaucoup de choses. Là. C'est la bonne nouvelle là-dedans, ça va être mieux encadré. On a-tu des exemples concrets, José, de choses qui sont en train de changer? Au niveau fédéral, c'est le droit à la déconnexion qui a été finalement ouvert. Et au niveau provincial, il y a beaucoup de choses. Là, c'est vraiment un travail actuellement. Là, Ouais, effectivement, ça bouge beaucoup. Ça va être à suivre. Là. On était en commission parlementaire, justement. José nous a représenté dans une grande consultation qui a eu lieu, c'est quoi, il y a 3 mois à peu près? C'était au printemps? Oui. Justement, pour nous, on promouvoit l'équilibre travail-famille, on promouvoit des valeurs de respect de l'individu. Donc, au niveau de la loi, comment est-ce qu'on peut encadrer ça, enchasser ça dans les nouveaux textes de loi qui sont en train d'être écrits par le ministre du Travail, la loi de la CNESST aussi. On est impliqué là-dessus. Si vous avez des questions, je vous encourage à en discuter plus avec José aussi. C'est notre expert au niveau de tout ce qui est
ces éléments-là là, qu'on vient de discuter. Il y avait un autre point, Louis, je reviens. Là, je vois. Excusez, je ne regarde pas l'écran parce que j'ai l'autre écran à côté avec les questions, mais la résistance au retour à l'ancienne pratique, la résilience des entreprises. Si ce n'était pas du plein emploi qu'on vit actuellement, je vous dirais, j'aurais peur, moi aussi, à un gros retour en arrière dans les modes de travail, c'est-à-dire du 8 à 5 avec vous venez au bureau, sinon, puis du micromanagement, puis du gros contrôle. La donne, en tout cas pour l'instant, a changé drastiquement avec le plein emploi. Les entreprises ont juste pas le choix. C'est pas parce qu'ils veulent. Ils n'ont juste pas le choix d'être à l'écoute beaucoup plus de leurs ressources humaines. Ils savent qu'ils peuvent perdre du monde du jour au lendemain à travers une entreprise qui offre du télétravail à 100%, puis eux, ils l'offrent peut-être pas à 100%. Donc, il y a clairement un enjeu de rétention de la main-d'œuvre actuellement qui joue en faveur du changement qui devienne permanent par la suite. Ceci étant dit, les systèmes n'ont pas tous suivi. Il y a des trucs qu'on a fait en pandémie qui ne sont pas viables à long terme non plus. Je pense à la détresse. La détresse que ça a engendré par des gens qui travaillent tout seuls chez eux, la dépression, des enjeux de santé mentale qui pourront pas être les gens ne pourront pas rester en télétravail puis vaincre ça. Là. Ça se fait on a besoin de contact social. Pas tout le monde de la même façon, mais c'est important. Donc, il y a beaucoup de choses qui militent pour revenir comme on était avant, mais il y en a beaucoup aussi qui militent pour qu'il y ait des changements qui font du sens, eux autres restent implantés. Très bien dit. J'ai lu à une place que le télétravail aura plus d'impact sur nos vies que l'a été l'Internet lui-même. On le remarque un peu avec ça. Ça impacte le travail, ça impacte le temps qu'on accorde à nos enfants. C'est vraiment immense. Là. Ça fait juste commencer, justement, parce que là, on voit qu'il y a certains secteurs plus innovateurs. Puis là, tôt ou tard, ceux qui n'ont pas innové vont innover un petit peu derrière. Mais au final, notre vie aura changé drastiquement. Ce qu'on voyait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup des solutions que j'ai présentées tantôt qui viennent des TI, des Amazon, Google, Apple, toutes ces grosses compagnies-là qui rapidement, il y avait déjà du télétravail en amont. Dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça a démocratisé certaines pratiques qui existaient déjà. Le cloud, l'utilisation de plateformes en ligne, tout. C'était déjà là, ça s'est juste démocratisé. Il y a une chose, par exemple, qui est claire, c'est qu'il y en a qui n'ont jamais suivi le mouvement puis qui ne voudront pas le suivre non plus, malgré tout. Puis on en connaît. Ça marche quand même. C'est ça qui est le plus drôle, c'est qu'ils ont quand même des employés qui sont là pour toutes sortes de raisons. C'est pas tous les employés non plus qui veulent toutes ces nouvelles solutions-là, cloud, à distance. Il y en a quand même une bonne proportion qui veulent voir du monde. Puis sais-tu quoi? Quand je me sers avec un client, c'est en face à face. Je n'ai pas eu le choix dans la dernière année pour le faire, mais moi, là, la poignée de main, c'est important, mettons. Ça, en digital, ça se fait pas. Puis il y a des gens qui attendent juste que ça revienne comme c'était pour dire, moi, en tout cas, mes premières rencontres avec un client, un prospect ou avec un partenaire ou un fournisseur, ça va se faire les yeux dans les yeux autour d'une table, d'une salle de conférence ou des choses comme ça. Après, on fera des appels de suivi par Zoom, mais notre premier contact, il va être les yeux dans les yeux, tu sais. Fait que ça va être spécial à suivre. Je pense qu'on va pouvoir s'en reparler dans quelques mois puis de voir, il y a des choses qui se sont concrétisées puis il y en a qui ne se sont pas concrétisées comme on pensait. Quand on fait l'exercice de prospective, de projection, rappelez-vous, dans les années 80, dans les années 70, ils imaginaient le futur. Puis le futur, il était censé être bien spécial. Hein? Puis on n'est pas rendu là. La société du loisir, plus de travail. Je pense qu'on ne s'est pas rendu là du tout. Je suis correct, soit dit en passant. Mais fait que prévoir l'avenir, c'est difficile et on peut se tromper solidement. Donc, je préfère qu'on regarde un peu ce qui s'en vient puis qu'on s'adapte, qu'on essaie de tirer le meilleur parti de tout ça. Autant qu'on soit d'un bord ou de l'autre de la clôture, c'est-à-dire comme employé ou comme employeur, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour amener ça à mieux, à travailler mieux? Il y a le concept de smart working. Là. Hop, c'est ton chat, ça? J'ai entendu un... mais voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc, je pense qu'on arrive au bout. Louis, est-ce que les gens ont une façon de nous rejoindre si jamais ils ont plus de questions après? C'est-tu sur la page Facebook ou comment il fonctionne? Ou José, peut-être, tu es plus au courant? Oui, par Facebook, ça se fait bien. Sinon, c'est sûr qu'on a notre adresse courriel sur notre site web. Mais on répond très bien au Facebook, là, tant privé que sur la page directement. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir d'en parler. C'est notre pain, notre beurre. On adore en parler. Donc, poursuivons la discussion en dehors de cette rencontre-ci. Et Louis, je te laisse le mot de la fin pour
pour cette super conférence-là. Eh ben oui, écoutez, mais merci José et merci Yann-Patrick pour votre participation et pour toutes ces informations très pertinentes. Et puis merci aux participants d'avoir posé des questions et d'avoir pu rentrer en interaction avec nos conférenciers. Et puis on vous publiera donc la vidéo de l'événement. Et puis j'espère que vous participerez aussi à nos prochains événements organisés par Télétravail Québec, Coworking ou Continuum. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à tous. Beaucoup.